Oui, bonjour mes chers abonnés, c'est le point de presse du 19 novembre 2025. Alors maintenant, tous les jours, je vous ferai un point des informations qui me semblent intéressantes, intéressantes, et ce sera toujours le matin vers 10h, 10h30, peut-être 11h, un truc comme ça, quoi. Voilà. Et bon, bah, j'espère que vous viendrez nombreux à ces petits points de presse. Alors, quoi de neuf aujourd'hui? Alors moi, je vais vous montrer une vidéo que j'ai trouvée intéressante parce que ça nous éclaire en fait sur la position des Ukrainiens, pas de tous les Ukrainiens, mais de certains Ukrainiens qui seraient pro-russes. Alors c'est une vidéo qui date de hier, mais moi, ça me dit quelque chose. Regardez. Varsovie accuse frontalement les services russes des explosions sur la ligne ferroviaire vers l'Ukraine. Le Premier ministre Donald Tusk a précisé que ces attaques visaient une voie utilisée pour acheminer l'aide à l'Ukraine. Donald Tusk a déclaré que le sabotage avait été perpétré par deux ressortissants ukrainiens qui travaillaient en tant qu'agents pour les services russes. Les noms Pardon, des ressortissants ukrainiens qui travailleraient pour les services russes. Ah, mais Euronews nous amène de l'information pour une fois. Ben oui, pourquoi pas en fait. Hein? Tous les Ukrainiens ne travaillent pas pour M. Zelensky, peut-être pas. D'ailleurs, d'après certains commentateurs, il y aurait, il y aurait une résistance pro-russe en Ukraine. On ne sait pas exactement ce qu'elle serait, mais apparemment, il n'y a pas que les satellites qui éclairent, entre guillemets, les bombardements russes. Il y a aussi un mécontentement de la part des Ukrainiens qui fait que il y a des bombardements très, très ciblés qui ne peuvent venir que, que de gens, de personnes qui renseignent les Russes en Ukraine et non pas de drones, de satellites ou autres. Non, uniquement des gens qui circulent en Ukraine et qui montrent tel et tel bâtiment à détruire parce qu'il se passe telle et telle chose. Ça, tout de même, il faudrait en prendre compte. Bien. Alors, deuxième vidéo, moi, c'est une vidéo que j'aime beaucoup parce que le ministre français qui parle de l'Ukraine, Pierre Lelouch, est très intéressant et il remet les choses, vraiment, il remet les choses à leur valeur. La France ni pour l'Europe. Donc, cette guerre est très compliquée parce qu'elle plonge ses racines dans 900 ans d'histoire. Vous m'entendez? 900 ans d'histoire entre l'Ukraine et la Russie. Bon, là, on a un Russe qui s'appelle Poutine qui a décidé de garder la Crimée, de reprendre le Donbass et de faire en sorte que l'Ukraine soit neutre. Hors OTAN. Il veut un papier signé des Américains. D'ailleurs, avant la guerre, il avait à nouveau demandé ce papier signé des Américains. L'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN. Tout le sujet est là. Plus la réorganisation du système de sécurité en Europe. Je dis, moi, depuis le début, j'ai même écrit tout un livre sur le sujet, qu'on aurait pu éviter cette guerre, qu'on aurait pu la stopper dès le mois d'avril 2022, parce qu'il y a eu des négociations entre Ukrainiens et Russes, qui ont été sabotées du côté occidental, notamment par Boris Johnson, qu'aujourd'hui, on va revenir à la même chose, mais avec 1,5 million de victimes en plus, Un qui est million et que... demi. 1,5 million. Non, mais mesurons le chiffre que donne Pierre C'est Lelouch. terrible. 1 million Et des villes de entières, victimes. des villes Ça veut dire dévastées que en c'est le Ukraine. pire conflit du 21e siècle. Un Un million million et et demi demi. des jeunes Et là, hommes. on va rentrer dans la 5e année. On va rentrer dans la 5e année. Donc, il faut absolument stopper ça. Il y a des façons diplomatiques de le faire. Clairement, la ligne de partage se fera autour de la ligne de front, peut-être avec la totalité du Donbass, mais parce que les Russes avancent. Le problème aujourd'hui, c'est que les Ukrainiens ne peuvent plus regagner les territoires perdus. Par contre, ils peuvent en perdre d'autres. Ils peuvent en perdre d'autres. Oui, bien sûr qu'ils peuvent en perdre d'autres. Et puis, ils peuvent perdre de plus en plus d'hommes.
Il faut arrêter cette boucherie. C'est une stupidité monumentale, monumentale. Alors, sur la position de la France, dans des négociations à venir, je crois que Lelouch, là également, a des choses intéressantes à nous dire. Écoutez. Ce qui est regrettable dans cette histoire, c'est que cette escalade verbale, naturellement, des deux côtés, nous empêche d'avoir un canal de communication, parce qu'à un moment, il va falloir quand même parler aux gens avec qui on n'est pas d'accord. Comme m'a dit un jour Yitzhak Rabin avant sa mort, on fait la paix avec l'ennemi, pas avec un ami. Oui, on fait la paix avec l'ennemi, pas avec un ami. Il a raison, Lelouch. Donc il y a un moment, il faut parler et trouver une solution. À moins de dire qu'on va continuer cette affaire, peut-être pour des histoires de politique intérieure, faire en sorte que la famille européo-progressiste dite raisonnable continue à la guerre jusqu'au dernier Ukrainien. Mais enfin, on en est quand même à 1,5 million de victimes. Donc 1,5 million de victimes. Alors, comme le disait Graham, le sénateur Graham, aux États-Unis, les Ukrainiens se battent pour nous jusqu'aux derniers Ukrainiens. Eh bien, c'est un peu ça, finalement. encore une fois, Mais Emmanuel Macron si est vous un voulez, 20 en guerre. C'est un 20 en guerre pour vous, le président français? moi je crois qu'il joue une carte de leader de l'Europe dite souveraine de la défense contre la Russie. C'est trouver un adversaire. C'est pas l'Algérie. C'est quand même assez curieux. Hein. Les morts en France, c'est pas les Russes, encore une fois. Hein. C'est le terrorisme islamique, c'est la drogue. Là, il se passe rien. Par contre, l'ennemi, c'est la Russie. L'ogre, la menace existentielle désignée, c'est la Russie. Les chefs des armées françaises disent c'est la menace. Dans 3 ans, 4 ans, il risque d'y avoir une guerre. Tout ça est, de mon point de vue, totalement délirant. Moi, j'aime pas l'idée de faire une guerre avec la Russie. La dernière fois qu'on a essayé, c'était pas franchement terrible. La Bérésina? Voilà, c'est pas une option sérieuse. Donc, il faut qu'on trouve un système pour que l'Ukraine de l'après-guerre perdra. Aujourd'hui, tout le monde voit bien, les Ukrainiens aussi, y compris Zelensky, que l'Ukraine ne peut pas reprendre ni la Crimée, ni les territoires perdus du Donbass. Par contre, l'Ukraine peut rester un État souverain, aidé par l'Union européenne, redevenir indépendante et un peu avoir le parcours, au fond, de l'Allemagne. L'Allemagne, elle a été coupée en deux à la fin de la guerre, mais par son succès économique, par le succès de l'Europe et de l'OTAN, finalement, on a eu la réunification. Oui, oui, ça peut être ça, peut-être, le devenir de l'Ukraine. Mais pas en Europe, en tout cas, parce que sinon, ça nous... Enfin, bon. Euh, nous allons partir à Washington et nous allons aller dans une conférence de presse que M. Trump a donnée avec le prince Mohammed Ben Salman. Écoutez. Mr. President, today and tomorrow we're going to announce that we are going to increase that 600 billion to almost $1 trillion of investment. Regardez la tête de Trump. 1 000 milliards de dollars. Mais regardez la tête de Trump. Real investment and real opportunity by details in many areas. And the agreement that we are signing today in many areas in technology, in AI, in earth materials, magnet, etc., that will create a lot of investment opportunities. So you are doing that now. You're saying Il est éclaté, là. to me now that the 600 billion will be 1 trillion. Definitely, because what we are signing, it will facilitate Mais regardez sa tête. that, and I like that will very on it. much. Oui, j'aime beaucoup, bah oui. C'est un bravo. That's great. That's Ah, mon Dieu. I appreciate that. That's great. We're doing numbers that nobody's ever done. And in all fairness, if you didn't see potential in the U.S., you wouldn't be doing that. Definitely. You don't want to lose money. As you said, Mr. President, it's the most hottest. Comediante. Ouais. 1 000 milliards de dollars pour les États-Unis. Ben Salman arrive avec des sous, c'est sûr. Mais alors, figurez-vous qu'il y a un journaliste qui faisait simplement son boulot de journaliste. Bah, il a demandé, mais au fait, monsieur Ben Salman,
Qu'est devenu Monsieur Khashoggi? Oui, Monsieur Khashoggi, c'est l'homme qui a été découpé par Monsieur Belsalman, qui a été découpé parce qu'il était, ben, c'était un opposant à Ben Salman. Et il a été découpé en Turquie, réduit en steak haché, disparu complètement. Vous vous rappelez de ça? C'était sous Biden, et Biden avait vraiment, vraiment fait un pataquès là-dessus, avec raison d'ailleurs. Là, à cette question, c'est Monsieur Trump qui répond. C'est pas Ben Salman, c'est Monsieur Trump. Écoutez. He's done a phenomenal job. You're mentioning somebody that was extremely controversial. A lot of people. Controversé. Extrêmement controversé, oui. Beaucoup de gens Didn't like that disent ce dont tu parles. Bah oui, mais enfin bon. gentleman that you're talking about, whether you like him or didn't like Et regardez la tête de Ben Salman. Regardez cette tête. him, things happen, but he knew nothing about it, and we can leave it at that. You don't have to embarrass our. En tout cas, Monsieur Trump n'aime pas les questions gênantes. Bon, eh bien, écoutez, maintenant, on va partir au Liban. Oui, rappelez-vous, le Liban, cessez-le-feu avec Israël. Ça fait quand même, c'était le 27 novembre 2024. Un cessez-le-feu est déclaré entre Israël, le Hezbollah et le Liban. Un an après, ou presque, hier soir, comme d'habitude, bombardement au sud Liban. Et là, 13 morts. 13 morts. Et oui, tous les jours au Liban, c'est la même chose. Ces frappes israéliennes ont touché en plein cœur le camp palestinien de Ain el-Halweh, c'est à Saïda, dans le sud du Liban. Les premières équipes de secours parlent d'une dizaine de morts et de nombreux blessés. Un bilan donc encore provisoire. Une voiture a été touchée à l'entrée d'une mosquée du camp. Vous savez, l'Agence nationale d'information, elle, rapporte qu'un second impact aurait visé la mosquée elle-même ainsi qu'un centre adjacent. Donc, Oui, oui. La guerre avec M. Netanyahou ne s'arrêtera pas. Et alors Gaza, n'en parlons pas parce que, bon, enfin, c'est invraisemblable. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire du Liban, c'est que au Liban, ben justement, il y a des forces d'intervention de l'ONU, de l'ONU, des forces françaises d'ailleurs qui sont là pour essayer de départager. Eh bien, rien du tout. Rien du tout. Ça ne marche pas. Et on veut qu'à Gaza, ça marche. Mais ça ne marchera pas non plus. C'est ça le problème. Alors enfin, la France, dans ce point de presse du matin, enfin, à l'Assemblée nationale, les députés demandent à l'unanimité que Macron se saisisse la Cour de justice européenne pour défaire l'accord d'Ursula sur le Mercosur. Qui est pour, qui est contre, elle est adoptée à l'unanimité. Félicitations, monsieur le rapporteur, je vous cède la parole. Merci beaucoup, monsieur le président. À l'unanimité, nous venons de demander au gouvernement français et au président de la République de se pourvoir devant la Cour de justice de l'Union européenne pour vérifier, pour établir la non-conformité de l'accord avec le Mercosur avec les traités de fonctionnement de l'Union européenne. Pour établir et pour supprimer l'arc. Je remercie tous les groupes qui ont accepté ça et je remercie tous les groupes de l'Assemblée nationale se sont ligués contre l'accord du Mercosur. Alors, est-ce que ça va marcher?
Est-ce que Macron va le faire d'ailleurs? C'est pas du tout évident. Nous verrons bien. Mais la demande est faite. Enfin, pour l'audiovisuel public, vous savez, la présidente de France Télévisions, Madame Delphine Ernosque, est accusée d'avoir retardé la publication d'un rapport de la Cour des comptes la montrant du doigt sur la gestion de l'audiovisuel public. La gestion de l'audiovisuel public. Écoutez le rapporteur. Monsieur le député, vous êtes rapporteur de la commission d'enquête sur France Télévisions et quand on analyse les résultats de France Télé, qui sont très mauvais, on se demande comment Delphine Ernotte a pu rester aussi longtemps à la tête de cette entreprise parce que dans un groupe privé, un patron qui a de tels résultats, il est viré le lendemain. C'est une énigme. Et c'est une énigme qui a d'ailleurs suscité notre intérêt et qui a déclenché cette commission d'enquête qui, je le rappelle, est inédite puisque c'est la première fois que l'Assemblée nationale se saisit de ce sujet et lance une commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Alors c'est une énigme, pourquoi? Parce que pendant des années, Delphine Ernotte se félicitait à longueur de communiqués de presse pour dire que grâce à elle, les comptes de France Télévisions à la fin de chaque année étaient à l'équilibre. Il a fallu attendre le rapport de la Cour des comptes, qui est sorti dans des conditions très troubles. D'ailleurs, on peut entendre par-ci par-là que Delphine Ernotte et sa direction auraient fait pression sur la Cour des comptes pour retarder la sortie du rapport de la Cour des comptes après sa reconduction. Donc, on essaiera aussi de faire toute la lumière sur ce sujet. Mais quand on lit le rapport de la Cour des comptes, il est accablant. On voit que le bilan de Delphine Ernotte, c'est plusieurs dizaines, voire centaines de millions de déficits. Effectivement, que n'importe quelle entreprise, qu'elle soit publique ou privée, avec un dirigeant qui creuse un tel déficit, en plus avec l'argent du contribuable, aurait été remercié depuis très longtemps. Oui. Eh bien, nous verrons bien ce que ça donne. Ça m'étonnerait que Madame Ernosque soit maintenant remerciée. Ça m'étonnerait beaucoup. Eh bien, c'est le point de presse de ce matin. Nous sommes le 19 novembre. À demain. Au revoir.